Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est l'été Smart, ravi de vous retrouver une fois de plus en ce jeudi soir. Durant une heure, nous allons tenter de peut-être mieux comprendre, mieux analyser l'actualité économique du moment avec un angle de vue très particulier ce soir puisque nous allons faire un comparatif entre peut-être le monde d'aujourd'hui et le monde de Honoré de Balzac, la monarchie de Juillet. Bref, parce qu'on revient à l'histoire de France. Pourquoi à l'occasion de la publication de Notre Monde selon Balzac. Son auteur est à mes côtés, je vous le présente dans un instant. Et du coup, on va, pour essayer de se raccrocher à l'actualité. L'actualité, c'est la présentation au chef de l'État par Jean Tirole et Olivier Blanchard d'un rapport sur les grands défis du monde à venir et les réformes à mener pour la France, d'où le thème de ce débat, réforme de points, le match Tirole-Balzac, point d'interrogation. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on va s'intéresser au dernier rapport du GIEC, ou pré-rapport, ou rapport qui a fuité, parce que c'était un timing qui n'était pas tout à fait anticipé, qui lance un cri d'alarme, et notamment sur les conséquences à court terme du réchauffement climatique, y compris sur la dimension inéluctable, c'est-à-dire dans un premier temps le 1,5 degré ou le 2 degrés de réchauffement avant 2050. Quoi qu'il arrive, ça va changer beaucoup de choses. Ma question, ce sera comment s'y préparer, y compris chez nous. Mes deux invités, je le disais, à ma droite, Alexis Carclins, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes directeur général délégué chez Eight Advisory, et donc vous publiez aux éditions Ellipse, Notre Monde selon Balzac, relire la comédie humaine au XXIe siècle. L'idée générale, c'est qu'il y a tout dans Balzac, il a tout dit, il a tout anticipé, il a tout décrit dans cette somme littéraire qu'est la comédie humaine. Et du coup, on va essayer, avec vous, de tirer des plans avec le monde d'aujourd'hui, en prenant prétexte de ce plan de réforme proposé par Olivier Blanchard et notre prix Nobel d'économie, Jean Tirole. Denis Père, bonsoir. Bonsoir. Entrepreneur, directeur, patron de Croissance, fondateur, excusez-moi, là, je me mélange mes pinceaux. Vous êtes à la fois le fondateur de Croissance Plus, ça c'est historiquement, et aujourd'hui vous êtes le président de Nature and People First, et vous avez créé de nombreuses entreprises auparavant. On y verra sous l'angle aussi balzacien de la vision de Balzac des entrepreneurs. Et vous nous direz, on citera quelques extraits, et vous nous direz si ça vous correspond ou pas. On verra ça avec Alexis. Tout de suite, notre question apéritif. Avant de faire un bond dans les années 1830, nous allons nous intéresser à la valorisation boursière de Microsoft qui vient de franchir un sacré seuil. Ce sacré seuil, ce sacré cap, c'est le cap des 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière franchi hier et confirmé, a priori, aujourd'hui par Microsoft. 2000 milliards de dollars de valorisation boursière, c'est la deuxième plus grosse capitalisation mondiale et c'est, à date, la deuxième entreprise dans l'histoire, après Apple, qui franchit ce seuil symbolique. Microsoft, c'est pas un perdreau de l'année, mais en même temps, c'est pas non plus une entreprise qui a 3 siècles. Ça, on verra ça éventuellement tout à l'heure. Que vous inspire ou le franchissement de ce seuil, ou éventuellement quel souvenir, tous les trois, on a démarré dans la vie professionnelle il y a un peu plus que 2 ou 3 ans. Donc quel souvenir, où gardez-vous d'une manière ou d'une autre de Microsoft? Je commence par vous, parce que vous avez notamment, je crois, démarré votre carrière professionnelle dans l'univers du logiciel, en étant cofondateur de Business Object à l'époque. Denis, quel souvenir vous gardez de Microsoft, et qu'est-ce que vous inspire ce franchissement de cap assez symbolique et assez extraordinaire malgré tout? Souvenir d'une société qui était hyper agressive à l'époque. C'était un ogre, Microsoft. Ils détruisaient tout ce qu'ils avaient en face d'eux. On se souvient de Borland, de Lotus, des sociétés qu'ils ont pulvérisées en quelques années. Donc une agressivité invraisemblable, mais avec derrière une vision stratégique, avec une capacité d'exécution, tout ça géré à l'époque par Bill Gates. Moi, je les ai jamais eu directement comme concurrents, parce qu'ils n'étaient pas vraiment présents dans le logiciel d'entreprise encore à l'époque. Depuis, ils y sont allés. Ils ont très bien su se développer dans ce domaine-là aussi. Mais donc, je garde le souvenir d'une société hyper offensive avec une capacité d'exécution qui était phénoménale. Et ce qui est remarquable, c'est que ça a continué. Ils ont continué à créer de la valeur sur effectivement une période très longue, à tel point qu'effectivement, les 2000 milliards, c'est ce que j'ai lu dans les Échos aussi, c'est l'équivalent
de la capitalisation boursière de toutes les sociétés du CAC 40. Enfin, c'est terriblement humiliant quand même pour nous, Français. C'est-à-dire qu'une seule société créée il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 70, aujourd'hui, vaut autant que toutes les entreprises, les grandes entreprises françaises réunies. Donc ça veut dire qu'effectivement, nous, on n'a pas su encore, effectivement, prendre ce train des nouvelles technologies, de la révolution numérique. Alors, on est en train d'y arriver progressivement, mais on a démarré beaucoup plus tard. Et effectivement, moi, ce dont je me souviens surtout, c'est ce que j'ai vécu à titre personnel, où on a fait une IPO au Nasdaq en 94, 4 ans et demi après la création de l'entreprise. On fait la meilleure IPO de l'année. Elle est 20 fois sursouscrite, menée par Goldman Sachs. On passe sur CNN, on fait la chronique boursière de Lou Dobbs, qui ouvre sa chronique en disant Business Unbreak from Puerto France, just went public. Vraiment, c'était... Donc là-bas, ça faisait la une. Et en Europe, en France en particulier, il ne se passait rien, personne n'en parlait. Bon, c'est pas très grave, je n'ai pas un ego dimensionné au point que ce soit un problème. Mais c'est significatif de quelque chose. C'est significatif de quelque chose. Et surtout, j'ai pas terminé, bon anecdote. Surtout, c'est que 3 ans après, j'ai dû quitter la France parce qu'on me réclamait un impôt qui était impayable et qui me menaçait de faillite personnelle, avec un ISF sur l'ensemble de mon patrimoine, dont 90% de mes actions business objects que je pouvais très difficilement vendre, qui fluctuaient en permanence, qui rapportaient rien. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et donc, je n'avais qu'une option, c'était de quitter le pays. Et je suis parti pendant 10 ans. Et 10 ans après, on avait replafonné l'ISF. On avait enfin compris que c'était n'importe quoi. Mais donc, juste pour comprendre pourquoi nous, on a raté ce train-là. Parce qu'effectivement, il y a encore un peu plus de 20 ans, on vivait dans une autre époque. On vivait à l'époque de Balzac. Enfin, je veux dire, le chef d'entreprise était un salaud, était un exploiteur, et forcément réussi en exploitant ses collaborateurs. Alors qu'effectivement, les Américains étaient déjà partis à fond sur la transition numérique. Et donc, ça explique effectivement pourquoi aujourd'hui, on n'a pas de Microsoft, et pourquoi aujourd'hui, Microsoft vaut la totalité des entreprises du CAC 40. Alexis, votre regard à vous sur ces 40 et quelques années de croissance quasi ininterrompue de Microsoft? Il y a 3 enseignements très rapides sur Microsoft. Le premier, c'est que c'est la vitesse à laquelle la valeur boursière, la capitalisation boursière du groupe a progressé. Il faut s'imaginer, on était à 500 millions de dollars en 2017. Le cap du 1000 milliards de dollars a été franchi en 2019. Et là, en l'espace de 2 ans, on est passé de 1000 milliards. En fait, c'est la 3e société qui franchit le 2000 milliards, parce qu'il y a eu Saudi Aramco, alors pas aux États-Unis, mais qui est revenu. Mais qui est revenu en dessous, qui est redescendu en dessous. Mais c'est pour dire à quel point, déjà, premier renseignement, la vitesse, et il n'est pas impossible. Oui, c'est quasiment une exponentielle. L'essentiel du parcours a été accompli depuis 4 ans, c'est ce que vous dites. Voilà, il y a des raisons à cela, il y a des raisons économiques, c'est une formidable réussite. Et je crois que c'est le deuxième enseignement, c'est la façon dont le groupe a su se repositionner. Vous vous rappelez, il y a encore quelques années, quelques mois, on parlait des GAFA. On ne parlait pas des GAFAM. On a rajouté le M de Microsoft parce qu'on voit bien qu'en termes de valorisation et de capitalisation boursière, ça a beaucoup progressé. Non, on s'est dit, tiens, en fait, il y a toujours Microsoft dans le coup. Pourquoi ? Parce que c'est un groupe qui a su se réinventer, notamment sous l'impulsion de Satya Nadella, le 3e président de Microsoft, le 3e dirigeant, parce que le groupe s'est recentré sur le cloud, sur l'intelligence artificielle, a pris le train avec beaucoup de succès, de métiers en très forte croissance, et c'est aussi ça que ça nous dit, cette capitalisation boursière. Et puis le 3e enseignement, on ne se rappellera jamais assez, et là je vais faire le lien avec ce que disait Denis Père, c'est que quand on regarde, il y a un ratio qu'on aime beaucoup en finance, c'est le ratio price to book. Price to book ratio, ça compare la valeur boursière à la valeur comptable. Et quand on regarde Microsoft, on est à 15 fois. C'est-à-dire que ça vaut 15 fois plus en bourse que ce que ça vaut dans les comptes. Pourquoi ? Parce que vous avez toute la partie incorporelle, toute la partie intangible, qui me tient très à cœur. Et bien cette partie-là, elle a une dimension tellement importante qu'elle est valorisée par les investisseurs, mais elle n'est pas dans les comptes. Et ça nous dit que le monde d'aujourd'hui, comme le monde un peu d'hier, forcément le monde de demain, est avant tout un monde d'intangible, d'incorporel. Il faut savoir faire des marques, des logiciels, le savoir-faire humain, le savoir-faire techno, etc., etc. Et c'est ce que Microsoft a parfaitement réussi. C'est ce que dit aujourd'hui cette valeur boursière, au-delà de la symbolique des 2000 milliards de dollars. C'est d'abord une extraordinaire réussite d'entreprise avec des actifs incorporels magnifiques. Et je rappelle, voilà, l'entreprise la mieux valorisée au monde, Apple, c'est aussi une entreprise née dans les années 70. Donc en fait, c'est la première génération de cette révolution technologique. Vous le rappeliez, on parle beaucoup des Google, des Amazon, des Facebook. Ils sont plus très loin. Ils sont plus très loin, ils sont encore, surtout notamment Amazon. Alphabet, Amazon et Google. Oui, Alphabet, oui. 1700 milliards. Mais en attendant, c'est la génération d'avant qui est encore là, et ce qui prouve, voilà, il y a quand même une vertu, et tout n'a pas été balayé par les réseaux sociaux et l'accès à Internet de tout le monde sur la planète. Allez, vous nous parliez du monde d'hier, on va partir dans le monde d'avant-hier, avant-avant-hier, bref, celui de Balzac, tout de suite avec notre premier débat, ou en tout cas notre première conversation autour de votre livre, Alexis, tout de suite.
ce premier débat, cette première conversation. Donc, le point de départ, c'est ce livre dont vous êtes l'auteur, Alexis Karklins. On va le revoir s'afficher, Notre monde selon Balzac, et puis surtout le sous-titre. Hein, voilà, relire la comédie humaine au XXIe siècle. Ça, c'était ma feuille de route au départ. Et puis ce matin, en lisant les Échos, je regarde la une, réformer la France, 2 points, ce que proposent les économistes. Alors du coup, à l'occasion de la remise au chef de l'État de leur rapport par Jean Tirole et Olivier Blanchard, et puis toute la commission d'économistes autour. Et puis moi, je me suis dit, on va proposer un titre, réformer la France, 2 points, ce que proposent les économistes versus ce que proposerait Balzac, en tout cas à la lecture de cette comédie humaine à laquelle vous avez manifestement consacré un peu de votre temps libre ces derniers temps, ou peut-être depuis plus longtemps, Alexis, avec cette somme, mais passionnante, sur effectivement, alors je ne sais pas combien de personnes a lu l'intégralité de la comédie humaine en France, mais vous devez être un club, d'ailleurs vous vous connaissez tous, non? Il y a des associations avec des spécialistes. J'ai découvert ce monde. Vous avez toujours des personnes qui connaissent mieux votre sujet que vous-même. C'est impressionnant. J'ai rencontré vraiment des passionnés, des fans qui m'ont impressionné. Alors voilà, les points de repère, je le disais dans le sommaire, en gros, Balzac c'est la monarchie de Juillet. La Restauration, vite la Restauration, c'est le mode, c'est le monde juste après Napoléon, donc 1815. Il commence lui vraiment à écrire en 1830, mais le monde qu'il décrit dans beaucoup de ses ouvrages. Ce qu'il décrit, c'est déjà avant. Il remonte beaucoup dans l'histoire, mais c'est essentiellement la Restauration et effectivement la monarchie de Juillet jusqu'à 1848, donc, et Balzac décède en 1850. Donc voilà au total, vous le précisez, donc c'est 90, non pas 90 romans, parce qu'il y a des romans, des essais, des nouvelles, voilà, mais 90 bouquins, 90 ouvrages. Écrits finalement en assez peu de temps, puisque le premier ouvrage qu'il signe sous la plume Balzac, sous le nom Balzac, c'est en 1829. Et il y aura quelques ouvrages à titre posthume, mais on va dire que c'est en 20 ans, vraiment en 20 ans, qu'il a écrit ces 90 ouvrages. Alors en gros, vous saucissonnez intelligemment Balzac avec, en fonction de thème. Voilà, on regarde aujourd'hui, c'est Balzac et la France, Balzac et Paris et la province, l'économie évidemment, on va en parler, Balzac et les entrepreneurs, la finance, la société selon Balzac, la politique, la religion, l'éducation, le féminisme, le bonheur. Donc voilà, vous disiez, là, il y a tout dedans. Oui, en fait, je fais partie de ces traumatisés du Père Goriot. C'est-à-dire que j'ai lu le Père Goriot comme malheureusement trop souvent au collège ou au lycée, enfin en tout cas beaucoup trop jeune. Et on s'endort vite, quoi. On a un peu de mal à aller au bout, il faut reconnaître, quand on a cet âge-là. Passionné d'œuvres littéraires, mais bon, je vous avoue qu'à 15 ans, j'avais d'autres préoccupations. Oui. Et donc, Balzac me paraissait terriblement ennuyeux. Et puis, il y a 3 ans, j'ai lu un extrait d'un ouvrage que je ne connaissais pas. On aurait dit du Denis Père. Vous voyez, c'était assez remarquable, puisqu'il parle de la concurrence. Il dit la concurrence pour l'entreprise, c'est la vie. Et l'entreprise et l'industrie, sous le poids des protections, sous le poids du protectionnisme, si elle n'a pas cette liberté, eh bien, elle s'endort, voire elle se meurt. Trouver un romancier français qui, pour moi, était dans le domaine des mœurs. Je n'imaginais pas ça. Et puis, donc, j'ai lu Le Médecin de campagne, qui est un extraordinaire traité de microéconomie, en tout cas la première partie, puisque ça nous raconte l'histoire de Dr Benassi. Le Dr Benassi redynamise complètement un village miséreux du Dauphiné. Et pendant une centaine de pages, Balzac démontre, à travers donc, son écriture de romancier, démontre comment ce personnage a été capable de transformer ce village. Et on voit tous les raisonnements économiques classiques que l'on enseigne encore aujourd'hui. Donc ça passe par l'importance des infrastructures, l'initiative individuelle, l'importance d'avoir des routes qui fonctionnent bien, et puis la montée en valeur ajoutée, la formation des paysans, etc., l'exportation. On voit toutes les dimensions de la création de valeur, la création de richesse qui sont décrites par le romancier. Je me dis, tiens, c'est quand même extraordinaire, je vais peut-être en lire un deuxième, parce que c'est vraiment étonnant. Et puis, j'ai lu César Birotteau, extraordinaire histoire d'un entrepreneur. Parfumeur, avec vraiment encore une fois, toute la description, ça pour le compte, les descriptions Balzac sait faire, toute la description de comment on réussit dans l'entreprise, mais comment aussi en tant qu'entrepreneur on peut échouer. Et donc il y a vraiment la croissance et le déclin qui sont parfaitement décrits. Et donc vous avez cette fresque gigantesque dans la comédie humaine en continuant des ouvrages, toujours plus d'ouvrages, sur la banque, sur la finance, sur l'entreprise et sur bien d'autres sujets. Au départ, ça devait s'appeler Balzac à Bercy, et ça devait être consacré uniquement à l'économie. Alors, j'avais 2 problèmes, je vais m'arrêter là. J'avais 2 problèmes. Le premier, c'est que en réalité, Balzac a écrit sur beaucoup d'autres sujets qui me paraissaient passionnants et très intéressants pour le monde d'aujourd'hui. Et le deuxième, c'est que c'est quelqu'un qui a été extraordinairement endetté, et donc de mettre à Bercy
extraordinairement endetté, un personnage qui est extraordinairement endetté, je trouvais que c'était pas un bon message. Donc Mais en même temps, ça aurait correspondu à une certaine réalité. Oui, peut-être. Avant de donner la parole à Denis, un mot, parce que je précisais, on rappelait l'époque dont il s'agit. On est quand même, en tout cas en France, très nettement avant la révolution industrielle. Donc on est quand même vraiment au démarrage. On le sent commencer, mais vraiment c'est ça. C'est au début. Mais c'est quand même encore beaucoup les actifs, c'est la terre, les paysans, c'est l'immobilier, les fortunes, c'est les commerçants. Alors il y a des banquiers, il y a des avocats, il y a des journalistes, il y a des hommes politiques, mais c'est pas encore le capitalisme aujourd'hui. C'est pour ça que c'est intéressant effectivement ce travail où malgré tout, alors que c'est quasiment avant la révolution industrielle, vous faites quand même de nombreux parallèles avec le monde d'aujourd'hui, comme quoi, tout est un éternel recommencement. Oui, alors évidemment les situations ne sont plus les mêmes, l'économie est considérablement plus développée, ouverte sur le monde, mais ce qui est très intéressant... Au fond, c'est les hommes qui sont les mêmes. Mais voilà, en fait c'est ça, exactement, c'est que le message qui nous est envoyé par ce grand romancier qui était un vrai spécialiste de l'âme humaine, et on le comprend justement en lisant tous ses ouvrages et la diversité des situations qu'il présente. Quand on lit Illusion perdue, qui est pour moi le grand chef-d'œuvre de Balzac, vous avez toutes les situations, on parle beaucoup de la presse, on parle aussi beaucoup de l'entrepreneuriat, de l'innovation, et on voit finalement le comportement des êtres humains, des hommes et des femmes, parce que Balzac donnait beaucoup d'importance aux femmes aussi, y compris des femmes entrepreneurs, notamment dans Illusion perdue. Vous avez F. Séchard, qui est un personnage très important qu'on va retrouver dans d'autres ouvrages. Eh bien, il donne vraiment cette importance aux individus et à la façon dont ils réagissent dans l'adversité, surmontent les obstacles. Et là, on est en plein dans la thématique de l'entrepreneuriat. Alors, avant de parler de la thématique de l'entrepreneuriat plus spécifiquement, Denis, votre expérience de Balzac à vous, est-ce que c'est comme Alexis à l'époque ou moi-même, c'est-à-dire c'est le père Goriot, Eugénie Grandet, si on a éventuellement, qu'est-ce qu'on pourrait, le colonel Chabert ou les Chouans, ou Splendeur et misère des courtisanes, mais en général, c'est quand même Eugénie Grandet, le père Goriot à l'école. Est-ce que, en tout cas, moi, c'était mon cas. Non, c'est complètement ça. Et d'ailleurs, c'était effectivement le même genre d'expérience un peu répulsive. Et grâce à Alexis, j'ai envie de me remettre à lire Balzac. Et puis, en plus, ce que j'ai compris récemment aussi, c'est que Balzac, effectivement, c'est un excellent portraitiste d'une époque. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé l'histoire économique. Et donc, le début, effectivement, de la révolution industrielle, je trouve ça fascinant de le voir décrit par quelqu'un qui était là et qui s'intéressait aux gens, et en particulier aux entrepreneurs. Et ce que je trouve aussi intéressant, j'ai découvert ça récemment, c'est que il avait vu, il décrivait déjà un certain nombre des problèmes de la France de l'époque, et en particulier la bureaucratie française. Exactement. Il y a des textes longs, très détaillés, effectivement, comme il savait faire, sur le poids de la bureaucratie. Il était même très, très dur avec les fonctionnaires. C'est les employés, c'est ça, le roman sur lequel... Je ne savais pas avant de lire votre livre, pour être très franc. Et on voit bien, malheureusement, que ce problème du poids de la bureaucratie, ce bureaucratistan, comme l'appelait Le Point récemment, ça remonte. C'est un vieux problème français. Et que dans une économie mondialisée, ça devient un problème absolument majeur. Tant qu'on était un peu tout seul chez nous, c'était pas très grave. Mais dans une économie ouverte, et inévitablement ouverte, c'est un problème absolument majeur. Et Balzac l'avait déjà bien décrit. Pour rebondir vraiment sur deux exemples extraordinaires qui vont dans le sens de ce que disait Denis, un extrait dans La Maison du Singen où Balzac écrit que la fiscalité française a coûté plus de conquêtes que toutes les invasions militaires, et que c'est un terrible frein. Et sur la bureaucratie spécifiquement, il dénonce à plusieurs reprises, dans Les Employés justement, Guillaume, la culture du rapport. Il dit la culture du rapport en France, c'est terrible, nous faisons des rapports. Dès qu'un ministre est nommé, il doit faire un rapport. Et quand il fait un rapport, il a l'impression d'avoir agi. En fait, il n'a absolument rien fait à ce stade-là. Il n'a trouvé que des justifications et des alibis pour moyennement agir ou ne pas agir du tout. Et ça vient d'où, ça? De Napoléon? Alors, ça vient... Alors, justement, non, parce que pour le compte, il a une forme d'admiration pour Napoléon. Elle est mesurée, et il connaît aussi le prix du sang et l'importance... Il est né en 1799, Balzac, donc Napoléon était quand même gamin. Voilà, et donc il naît justement quelques mois avant le coup d'État qui porte Bonaparte au pouvoir. Mais il est plutôt admiratif de Napoléon parce qu'il admire cette énergie absolument incroyable qui bouge les lignes, qui renverse les montagnes. Et c'est assez caractéristique de l'esprit balzacien, c'est quand même toujours cette croyance que, et c'est sans doute une limite avec le monde d'aujourd'hui, qu'il y a encore des hommes providentiels qui peuvent tout changer. Voilà. Et donc, justement, il donne crédit à Napoléon d'avoir été capable de donner un grand souffle qui lui semble manquer à l'époque, qu'il décrit ensuite, notamment la monarchie de Juillet, qu'il considère comme assez ennuyeuse, qui n'est obsédée que par l'argent, que par la représentation en société, qui l'ennuie terriblement,
C'est une société qui a manqué de souffle. Alors, elle a un peu de liberté, mais elle a manqué surtout beaucoup de souffle. Donc voilà, et c'est ça qu'il critique. Et objectivement, on peut faire là encore des parallèles. Il faut se méfier. Les anachronismes, évidemment, ne sont jamais les bons, mais c'est toujours un peu dangereux. Mais en l'occurrence, c'est quand même assez intéressant de voir ces parallèles. Il y a sans doute un esprit français. Et de lutter contre cet esprit français, est-ce que ça doit passer par des personnages vraiment hors normes? C'est un peu le message d'Honoré des Balzac. Ouais. Alors, il est globalement pour la liberté d'entreprendre. Je parle sous votre contrôle. Tout à fait. Mon titre, quelle réforme il aurait proposé, Honoré de Balzac, à lire la comédie humaine? Et puis après, voilà, Denis vous répondra. Denis, il veut absolument que Denis aussi intervienne. Et non, je crois que si je faisais, alors pour le compte, vous me permettrez cet anachronisme, Guillaume. Oui, c'est un peu le but là, ce soir. Nos amis, j'ai beaucoup d'admiration pour Jean Tirole et beaucoup d'admiration aussi pour Olivier Blanchard. Ce sont on va dire, des néo-keynésiens. Et quand on regarde le rapport, j'en ai lu quelques synthèses pour préparer cette émission, on voit l'importance de la classe moyenne, on voit l'importance d'une fiscalité qui soit plus efficace, etc. On va y revenir, mais c'est un rapport qui est inspiré, quand on voit le groupe des 24 économistes réunis autour d'Olivier Blanchard et Jean Tirole, c'est globalement du néo-keynésianisme, du centrisme, du en-même-temps-isme, on va le dire comme ça. Balzac, si je devais faire cet anachronisme, je vous dirais que lui, c'est un schumpeterien. C'est-à-dire que lui croit que ce sont les individus qui disruptent, qui innovent, qui changent, qui font justement bouger les lignes. Et les plus beaux personnages dans l'univers économique au sein de la comédie humaine, ce sont toujours des entrepreneurs. Dans César Birotteau, dans Illusion perdue, dans beaucoup d'autres livres, on va voir des personnages qui sont hommes ou femmes capables de changer la donne. Parce qu'ils vont être parfois agressifs, parce qu'ils vont être parfois toujours très entreprenants, mais parfois obstinés, parfois trop têtus. D'ailleurs, ils échouent parfois, mais on voit qu'il y a une confiance dans la liberté, certainement, dans la liberté économique, mais surtout dans ces personnages qui changent, qui innovent. Et là, on est complètement dans l'esprit schumpeterien. Il y a vraiment des lignes schumpeteriennes. Parfois, quand il parle de certaines industries, dans Illusion perdue, il parle de l'industrie de l'imprimerie. On voit comment plusieurs concurrents essayent de réformer, de révolutionner cette industrie qui commence à prendre beaucoup d'importance, parce que la presse prend beaucoup d'importance. Et on voit les personnages qui luttent avec ceux qui ne veulent rien changer, ceux qui veulent s'adapter un peu, et celui qui veut tout changer avec le brevet qui va complètement révolutionner l'industrie. Balzac à Bercy ou Balzac à l'Élysée? Enfin, ça vous inspire quoi, Denis? Non, c'est très intéressant. C'est de cette époque-là aussi qu'est née quand même la France industrielle, qui a fait la richesse du pays quand même aussi. Il faut se rappeler que effectivement, on a été au tout début de la révolution industrielle, qu'ensuite on en a eu 2 ou 3, dans lesquels on a été des acteurs majeurs. Autant on n'est pas un acteur, malheureusement, en tout cas pas significatif de la révolution numérique, qui est une révolution industrielle majeure, mais on était un acteur majeur de toutes les révolutions industrielles précédentes, et fondé sur ce terreau de cet état d'esprit balzacien que décrivait très bien Alexis, qui était assez répandu à l'époque. Je pense que Balzac n'avait pas le monopole d'ailleurs de ses convictions, et qui ont permis de faire naître tout ce qu'on a connu en termes de réussite industrielle. On a co-inventé l'aviation, on a co-inventé l'automobile, on a inventé la photographie, on a inventé le cinématographe dans ma ville natale, à Lyon. On a inventé énormément de choses. Pasteur, on était le pays de Pasteur. Tout ça grâce effectivement à ses convictions sur le rôle effectivement de l'individu, de l'entrepreneur, et le fait qu'il était indispensable qu'il puisse s'exprimer. Et donc tout ça s'est passé sur la deuxième moitié effectivement du 19e et au début du 20e. Et c'est vrai que cet état d'esprit, on l'a pas mal perdu, parce que l'autre travers de la France dont on parlait tout à l'heure, qui est le travers bureaucratique, a pris le dessus il n'y a pas longtemps. Il a pris le dessus il y a une trentaine d'années, juste après le moment de grâce absolue qui était la gestion de Gaulle-Pompidou, qui reste, et je sais qu'Alexis partage cette conviction avec moi, qui était un immense moment dans l'histoire de France récente, où on avait des dirigeants politiques qui comprenaient la nécessité d'avoir un équilibre entre un État stratège et gestionnaire, et en même temps une société civile innovante qu'on poussait à s'exprimer dans tous les domaines, d'ailleurs pas que dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine artistique aussi, et tout ça on l'a perdu. Il y a eu une prise de contrôle du pays, de la classe politique, par, il faut bien le dire, par les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, par les politiques de carrière, et qui a abouti à la situation du pays qu'on connaît aujourd'hui, qui est triste. Le directeur l'ancien directeur du FMI disait il n'y a pas très longtemps dans son livre 40 ans, il parle de 40 ans d'égarement. On a connu 40 ans effectivement d'erreurs économiques successives qui conduisent à la situation très grave dans laquelle on est aujourd'hui, qui je pense est beaucoup plus grave que ce qu'anticipe d'ailleurs, que ce que veulent essayer d'appréhender l'équipe d'économistes qui a rédigé ce programme, Blanchard et Tirole, qui sont des gens éminents effectivement, mais qui passent, je pense, à côté de beaucoup des sujets. Ils passent en particulier à côté du sujet considérable de l'efficacité de la dépense publique. Enfin, je veux dire, aujourd'hui on prélève
6 points de PIB de plus que la moyenne européenne. 6 points de PIB de plus, c'est 140 milliards d'euros, c'est 2,5 fois le budget de l'éducation nationale pour faire la même chose que nos voisins. Et on le fait même plutôt moins bien. En matière d'éducation, une des thématiques... Alors notamment sur la fiscalité, Tirole et Blanchard, ils proposent de réformer l'impôt sur les successions, c'est-à-dire en gros de l'augmenter. Pour l'augmenter, dans le pays le plus taxé au monde, et en plus dont les prélèvements sont massivement concentrés sur ceux qui tirent la machine économique. Sur le sujet, de leur point de vue, des inégalités. C'est-à-dire effectivement... Bien sûr, mais le sujet des inégalités, c'est un sujet absolument majeur, mais qu'on ne va pas adresser en créant encore un nouvel impôt, en augmentant encore les impôts. Stop 70% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des contribuables, 40% par 2%. Donc ceux qui tirent la machine économique, arrêtons de les surtaxer, arrêtons de les punir, arrêtons de les pénaliser. Le sujet n'est pas là. Comment est-ce qu'on résout le problème des inégalités ? Le premier domaine où s'expriment les inégalités, c'est l'école. C'est l'école, c'est l'éducation. On a plus de 100 000 décrocheurs par an. On a PISA qui nous dit régulièrement, tous les 4 ou 5 ans, quand ils publient leurs résultats, que parmi les pays de l'OCDE, qui est quand même un panel très large, on est le pays le plus inégalitaire. On est le pays dans lequel on a le moins de chances de s'élever socialement. Dans un pays où on a le mot social à la bouche toutes les 3 minutes, en particulier chez nos dirigeants politiques, on est le pays qui est le plus inégalitaire en matière d'éducation. Donc c'est ça le sujet numéro 1. Comment on fait pour que l'éducation nationale donne sa chance à tout le monde ? Ce qu'elle a su faire à l'époque de Balzac d'ailleurs. Parce que les entrepreneurs qui sont sortis du lot, les hommes politiques, les dirigeants du pays, les hauts fonctionnaires aussi, étaient des gens qui arrivaient de la France entière et de milieux extrêmement modestes. C'était l'école de Jules Ferry, c'était l'école qui donnait sa chance à tout le monde. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On sait très bien aujourd'hui qu'effectivement, il faut sortir des 200 principales maternelles du pays pour accéder à une grande école. C'est grotesque, c'est scandaleux, effectivement. C'est même plus que ça, c'est idiot. C'est-à-dire qu'on se prive aujourd'hui du talent de toute une population. On va recruter les dirigeants du pays dans 10% de la population. Enfin, c'est totalement inefficace, en plus d'être scandaleux d'un point de vue social et d'un point de vue de la justice sociale. Donc, le problème, effectivement, des inégalités, il est là. Le deuxième problème des inégalités, c'est que effectivement, aujourd'hui, les classes populaires ont des salaires de misère. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus d'emploi industriel. On n'a plus d'emploi industriel parce qu'on a ces fameux prélèvements qui tuent l'industrie. Notre industrie n'est plus qu'à 11% du PIB, le niveau le plus faible d'Europe au niveau de la Grèce, qui n'a aucune histoire industrielle, parce qu'on a ces prélèvements. On a des prélèvements sur les entreprises, les fameux impôts de production, qui sont 2 fois supérieurs à la moyenne européenne. Et on n'a rien fait. Enfin, on n'a rien fait. Le gouvernement actuel en est conscient, et c'est bien. Ils ont baissé de 10 milliards d'euros, c'est très bien. Mais on sait très bien que l'effort à faire est bien supérieur à ça. Et puis, il y a bien sûr aussi pourquoi on a perdu tous ces emplois industriels. Bien sûr aussi, c'est mon thème favori, parce qu'on a ce libre-échange déséquilibré et sans éthique qui touche tous les pays occidentaux. C'est encore un vaste sujet. Mais pour toutes ces raisons-là, on a effectivement un problème de pouvoir d'achat, on a un problème de justice sociale majeure. Je peux rebondir sur Allez-y. ce que disait Denis par rapport au rapport Tirole-Blanchard. Encore une fois, je n'ai lu que la synthèse et quelques extraits. Mais enfin, c'est intéressant parce que, en réalité, il y a certains points que Denis évoque qui sont dans ce rapport, dont je ne fais pas l'apologie, mais typiquement sur le commerce international, il y a cette réflexion sur le commerce international qui dit attention au dumping social, et qui rejoint exactement la thèse que vous défendez avec beaucoup de talent. Et donc, on va retrouver cette idée il ne faut pas aller contre le commerce international, mais il faut rétablir des règles du jeu qui puissent quand même permettre d'être dans une compétition qui soit saine, juste, et permettre aussi l'efficacité et l'innovation dans nos pays développés. Donc on va retrouver quand même une certaine nuance. C'est un rapport qui est relativement nuancé, en tout cas la tonalité du rapport est relativement nuancée. C'est vrai qu'on retient la taxation sur le capital, sur les successions, on va dire les recettes classiques. Sur le carbone. Mais à chaque... Voilà. Mais quand même un point important, c'est que les auteurs ont conscience du fait qu'il y a un ras-bol fiscal. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas bêtement, il faut taxer, il faut taxer. Ils disent, il faut mieux taxer, autrement taxer, il faut réfléchir il faut corriger les inégalités. Il parle des inégalités au début de la vie, et là on retrouve le thème de l'éducation, en disant nous sommes en France dans un moment très inégalitaire sur l'éducation, et notamment sur le besoin d'investir sur les zones les plus défavorisées, mais aussi de donner de la liberté. Ils le disent eux-mêmes. Ils prennent l'exemple de la Finlande, qui est un excellent modèle en termes éducatifs en Europe, qui est peut-être le plus efficace, parce que justement, les enseignants en Finlande ont cette liberté d'agir, sont comparés, sont notés, ont la capacité à eux-mêmes s'adapter aux enfants qu'ils ont en classe. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui sont imaginées, des pistes, des orientations, qui s'inscrivent dans une forme de nuance, avec, oui, de l'interventionnisme, mais attention aussi, il y a quand même une bonne prise de conscience, il y a une bonne connaissance de la situation française, et notamment du ras-le-bol fiscal. Donc, on sent d'ailleurs que les auteurs hésitent parfois
hésite à aller jusqu'au bout de là où il voudrait aller. Bon, c'est un groupe de 24 personnes. Attention, ça n'est pas la commission Attali. On n'est pas sur des mesures directement prêtes à l'emploi. Oui, c'est plus académique. Voilà, c'est plus académique. Il y a des réflexions sur les retraites. On va parler du climat tout à l'heure, cher Guillaume. Mais voilà, c'est juste pour porter cette petite nuance. Merci Alexis. Et non, mais j'apprécie. Je réagissais surtout sur l'aspect fiscal. Ah oui. Je suis tout à fait d'accord avec Alexis. D'ailleurs, j'étais enchanté de lire, et peut-être que j'ai une contribution à ça, j'en sais rien, mais de lire qu'effectivement, ils ont décidé d'écrire que dorénavant, le dumping social prendrait en compte effectivement dans les accords internationaux le travail des enfants, le travail forcé et un certain nombre d'abus en matière de droits des travailleurs dans les accords de commerce internationaux. Donc, effectivement, je me suis dit, waouh. Pour ceux qui s'intéressent à ces questions, je rappelle le contrat mondial, c'est le nom de votre dernier livre. Et ma recommandation, c'est effectivement les accords de commerce internationaux prennent en compte les standards sociaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Allez, moi je vous ramène à Balzac sur la réforme de l'État et sur la fiscalité, parce que c'est plein d'extraits assez amusants, ou en tout cas éclairants, justement sur le parallèle entre les deux époques. Vous citez donc les employés qu'on a rapidement évoqués tout à l'heure. Le personnage s'appelle Xavier Rabourdin, et donc c'est un fonctionnaire, lui il est réformateur, et donc je cite le livre, c'est l'extrait que vous-même avez mis en avant. Aux yeux de Rabourdin, donc le personnage, l'État possesseur de domaine constituait un contresens administratif, car l'État ne sait pas faire valoir et se prive de contributions. Il perd 2 produits à la fois. Quant aux fabriques du gouvernement, c'était le même non-sens reporté dans la sphère de l'industrie. L'État obtient des produits plus coûteux que ceux du commerce, plus lentement confectionnés, et manque à percevoir ses droits sur les mouvements de l'industrie à laquelle il retranche des alimentations. Alors le vocabulaire est un petit peu daté, mais bon, on comprend l'idée. Était-ce administrer un pays que d'y fabriquer au lieu d'y faire fabriquer, d'y posséder au lieu de créer le plus de possessions diverses? Sous-entendu, c'est pas à l'État de créer de la richesse. Lui, il est là pour organiser les choses. Génial. Vous signez là ce que vous. Génial. Dès demain. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Donc Voilà. ça, c'est 1830 et quelques. Oui, quoi, c'est ça. hein. Ça doit être les employés autour de 1840. Oui, Oui, 1840. Il en écrivait 12 par an certaines années, c'était un par mois. Donc voilà. Aussi productif. Donc, Oui. c'est fou. Donc, Oui. voilà. Mais c'est- un super extrait. Et il y en a beaucoup. Voilà. La banque, sur la finance, alors ça nous parle parce qu'évidemment on est sur Bismarck, mais il y a sur des thèmes comme sur le féminisme aussi, qui était un thème extrêmement important. J'ai consacré le dernier chapitre, c'est le 15e et dernier chapitre, où là il y a vraiment des propos d'une force extraordinaire, complètement révolutionnaire. Là pour le compte on est en 1830, 1829, physiologie du mariage. Aucun mariage ne devrait commencer par un viol. Vous imaginez avec tous ces mariages qui étaient des mariages sociaux, qui n'étaient pas des mariages d'amour, et ensuite tous les développements de Balzac autour de l'émancipation de la femme, c'est nécessairement un thème qui nous parle encore aujourd'hui. C'est extrêmement moderne. Voilà. Alors, puisqu'on a un grand entrepreneur autour de la table, moi, je voudrais citer un ou deux extraits justement regroupés sous le sous-chapitre « Les qualités requises pour devenir entrepreneur » par vous-même, Alexis. L'auteur, ça reste Honoré de Balzac. Donc là, on est dans le Père Goriot qui nous a tous fait souffrir autour de cette table à l'époque, parce que comme vous le disiez, on avait 14-15 ans et donc on n'était peut-être pas... mais on n'avait peut-être pas non plus noté précisément cette partie-là qui est là. Alors là, on décrit la réussite de Jean-Joachim Goriot, qui est donc le personnage. Lui, son business, c'est le commerce du grain, rappelons-le. À lui voir conduire ses affaires, expliquer les lois sur l'exportation, sur l'importation des grains, étudier leur esprit, saisir leurs défauts, un homme lui jugé capable d'être ministre d'État. Patient, actif, énergique, constant, rapide dans ses expéditions, il avait un coup d'œil d'aigle, il devançait tout, prévoyait tout, savait tout, cachait tout. Le Père Goriot, vous l'avez. Est-ce que c'est ce qui vous a c'est ce qui vous a donné envie d'être entrepreneur? Ah bah non, alors là, on est dans le commerce, mais bon. C'est Bill Gates qui m'a donné un entrepreneur. Et puis mes héros français, Antoine Riboud, etc. Non, c'est pas le Père Goriot, mais ouais, ça aurait pu. L'homme qui, voilà, c'est que des qualités là, hein, dans ce que décrit. Alors, le Père Goriot, pour aller un petit peu plus loin, c'est que ce que nous dit Balzac, en revanche, il ne sait faire que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il défend, il adore ses filles et il les protège, évidemment. Et c'est d'abord un roman d'amour paternel, mais la description du personnage dans l'entrepreneur, il n'a aucune autre intelligence que celle dédié à son commerce. Il n'a su faire que ça, il ne sait faire que ça. Il est obsédé. Ouais. Voilà. Donc là, il faut éviter les comparaisons avec... Non, c'était pour faire réagir. C'était pas. Voilà, non, je tentais pas de décrire Denis Père. Je voulais faire réagir à cette description. Mais c'est vrai que les entrepreneurs sont souvent très monomaniaques. Un peu obsessionnels. En tout cas, pendant la période où ils sont en... Ouais. Oui, enfin, et puis même monocompétences, quoi. Hein. Enfin, on peut pas demander aux entrepreneurs de savoir tout faire, mais des gens qui savent entreprendre, il faut effectivement essayer de les encourager, les préserver, les garder et pas les chasser, comme on
l'a fait quand même pendant quelques années aussi, hein, et votre serviteur est là pour en Et dans un roman qui va, là encore dans le sens de ce que disait Denis Père, dans un roman qui s'appelle La recherche de l'absolu, qui est pour le coup très méconnu de Balzac, il y a un personnage qui est un entrepreneur dans le commerce qui s'appelle Barthélemy Claes et qui est pris d'une envie de reprendre des études de chimie pour trouver une formule extraordinaire. Et petit à petit, il va complètement laisser abandonner son commerce, obsédé. Lui, l'entrepreneur, il prend une nouvelle manie, il devient à nouveau monomaniaque sur un nouveau sujet, et il laisse complètement péricliter son affaire. Yeah. Et donc il y a ces descriptions des caractères, et j'ai essayé de les regrouper dans ce chapitre sur l'entrepreneuriat, où on voit ces personnages qui ont cette obsession, et elle est nécessaire, parce qu'il faut une énergie, encore une fois, extraordinaire pour réussir à sortir de la masse et accomplir son destin, mais dans le même temps, il faut toujours rester en alerte, et là, Balzac nous décrit des personnages qui parfois en oublient ce qui se passe autour. On oublie ce qui se passe autour, et malheureusement, c'est ce qui arrive à César Birotteau. Il a commencé à réussir dans la parfumerie. C'est un bourgeois qui va bien, il a envie d'être comme les aristocrates, et en fait, il est séduit par des gens qui l'arnaquent dans une spéculation immobilière qui conduira à son déclin puis à sa ruine. Et on va voir ensuite comment, là je fais un peu de teasing, comment il remonte la pente, et vous verrez la suite. Lisez César Birotteau, c'est assez long, mais c'est un des plus grands romans d'économie qui ait pu exister dans la littérature française. On dire ça sur Bisport, ça pèse. Enfin, je veux dire, c'est en tout cas le message est fort. Un mot sur la dette quand même. Vous le suggériez, vous l'évoquiez tout à l'heure. Alors, une obsession de la dette, il est concerné. Hein, Balzac, on le sait. Alors, c'est de la dette. Privé, hein. Pour l'instant, on n'est pas. On verra s'il y a un parallèle à faire. Vous citez notamment que dans la peau de chagrin, le romancier va jusqu'à défendre le recours à l'endettement comme un stimulant. Donc là, en même temps, la dette, c'est la base du capitalisme. Hein. Il faut quelqu'un qui vous prête de l'argent et puis vous en faites quelque chose d'utile et vous le faites fructifier. Je cite, il faut saluer nos créanciers, les saluer avec grâce. Explique Balzac dans La peau de chagrin, car une dette est une œuvre d'imagination. Des élans de l'âme entraînent, subjuguent souvent un emprunteur, tandis que rien de grand ne subjugue. Rien de généreux ne guide ceux qui vivent dans l'argent et ne connaissent que l'argent. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans par rapport à notamment son cas personnel, parce qu'il était un endetté chronique. Oui, alors c'est plus que chronique, c'était même dramatique. En réalité, c'est que sur la dette, il n'y a pas beaucoup de messages balzaciens qu'on peut retenir aujourd'hui, si ce n'est que dans certains romans ou certains moments, il met en avant le rôle de la dette pour financer des aventures entrepreneuriales, mais il souligne la pusillanimité des banquiers. Et c'est plutôt ça qui peut nous amuser aujourd'hui. Rien contre les banquiers. D'ailleurs, il nous montre qu'il y a la mauvaise banque et la bonne banque. Il oppose d'ailleurs certains financiers, ceux qui sont là pour la spéculation, le pire étant les usuriers. Alors lui, pour les comptes, les usuriers, il les connaît très bien. Alors ceux qui prélèvent des intérêts absolument rédhibitoires, il les haït à un point impossible. Il y a un roman, c'est quoi Gobseck. Mais en réalité, des personnages usuriers, il y en a dans toute l'œuvre. Mais c'est vrai que Gobseck est peut-être celui qu'on connaît le plus. Et dans le même temps, il met en avant une banque qui s'appelle la Maison Mongenod, qui s'occupe de faire son travail, qui prête à ceux qui en ont besoin, qui se méfie de la politique, qui n'intervient pas dans le monde politique. Ça lui fait très très peur, c'est quand l'argent vient distiller le monde politique, ça l'horripile au plus haut point. Voilà. Donc c'est moins sur la dette, parce que pour le compte, il y a un vrai conflit d'intérêts quand Balzac écrit sur la dette. Il n'y a vraiment pas d'indépendance. Donc il a tellement été persécuté, pourchassé, il a été obligé de se cacher. Enfin, c'est très compliqué, mais en même temps, il avait un train de vie dingue. Donc lui, la dette, il s'en fichait un peu. C'est moins sur ce point-là que plutôt sur le comportement et le rôle de la finance dans l'économie, le rôle de la bourse. Il a de très très belles pages aussi sur la bourse. La bourse, c'est pas là où on met la valeur des biens, c'est là où on va prendre le pouls de l'économie, de la société. Voilà, donc il y a quelques écrits sur ces points-là. Et donc dans le monde de la finance, c'est plutôt ça qu'il faut retenir dans l'œuvre de Balzac que des considérations puissantes sur l'endettement. Le rôle de l'argent, alors on vous décrivez la période de Balzac, et en tout cas ce qu'il décrit, c'est aussi un petit peu une France où l'argent est roi. Hein. Effectivement, c'est l'enrichissement de la France, la bourgeoisie, voilà, on rappelle, hein, c'est la monarchie de Juillet. L'entrepreneur que vous êtes, Denis, il a l'impression qu'on est... voilà, quel est le rôle de l'argent aujourd'hui, des banquiers, de la dette? Est-ce qu'on est... Voilà, il y a la bonne dette et la mauvaise dette, y compris à la fois pour le privé et pour le public. L'argent, de toute façon, c'est jamais une fin en soi, hein, bien sûr, enfin en tout cas à titre personnel, moi c'est mon point de vue. Après, effectivement, la bonne dette et la mauvaise dette, bien sûr. Aujourd'hui, la France est un pays qui s'endette tous les ans pour financer ses frais de fonctionnement.
pas raisonnable, c'est complètement déraisonnable. S'endetter pour financer des infrastructures, oui, ça a beaucoup de sens. D'ailleurs, je pense même que de ce point de vue-là, on devrait faire plus. Enfin, moi, je considère que ce que font les Américains actuellement est absolument remarquable, surtout par rapport aux enjeux de la transition énergétique. Enfin, les 2 trillions de dollars annoncés par l'administration Biden, c'est absolument phénoménal, et ça va leur permettre de mettre en place les infrastructures qui vont bien, en particulier de tout ce qui est lié, je pense, à l'hydrogène. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense c'est pas voté encore, hein, mais oui, c'est pas voté. Mais enfin, il y a quand même une impulsion. Il y a une impulsion. Il y a une volonté d'y aller. Et donc oui, on a nous malheureusement le côté mauvaise dette, oui, beaucoup, où tous les ans on emprunte, alors qu'on a déjà les impôts les plus élevés au monde. C'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire qu'on a beau avoir la fiscalité la plus élevée, ça suffit pas pour faire fonctionner notre administration, quoi. Il faut encore qu'on aille s'endetter chaque année pour voilà, arriver à l'équilibre, quoi, hein. Donc c'est triste, hein. Allez, on en reste là temporairement pour Balzac. Puis mon petit doigt me dit qu'on arrivera à le replacer dans le deuxième débat. On marque une courte pause. On se retrouve dans un court instant. On va commenter le dernier rapport du GIEC. Retour dans Late et Smart. Merci de rester avec nous. Deuxième thème principal ce soir, le climat, à l'occasion de la publication, semble-t-il, voilà, plutôt à l'occasion d'une fuite, mais c'est pas le sujet. Dernier rapport du GIEC autour du réchauffement climatique. Et d'ailleurs, je fais le lien avec notre rapport Blanchard-Tirole, Livy Blanchard ce matin sur France Inter. Petit extrait diffusé sur Twitter par la radio. Il n'y a pas à sacrifier la croissance pour éviter le réchauffement climatique. Ce qui m'intéresse dans cette phrase, c'est éviter le réchauffement climatique, parce que le rapport du GIEC, précisément, alors il nous dit le pire est à venir, titre les Échos, alerte le GIEC, mais ce qui est intéressant, semble-t-il, dans ce rapport, c'est que le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est le déroulé de l'acronyme, nous explique que les impacts vont s'accélérer, quel que soit le rythme de baisse des émissions. C'est ce qu'annonce ce rapport, sous-entendu. OK, il faut limiter à 1,5 degré ou à 2 degrés le réchauffement de la planète par rapport à l'ère pré-industrielle, rappelons-le. Mais quoi qu'il arrive, d'ores et déjà, on sait qu'il va y avoir un certain nombre de conséquences. Et je voulais vous interroger là-dessus. Pour commencer, on parle beaucoup de comment éviter. Voilà, comment éviter. Mais il y a aussi le côté comment se préparer à ce qui, d'ores et déjà, va arriver, avec certainement une hausse des niveaux probablement de la mer dans certaines régions du pays, de la planète, pardon, avec des conséquences significatives. Et moi, j'ai le sentiment qu'on parle beaucoup de comment éviter, quand on parle des émissions de CO2, mais pas suffisamment peut-être, et c'est ce qu'a l'air de dire le GIEC aussi, comment se préparer à ce que d'ores et déjà, on sait, va nous arriver ce type de choses. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ou pas, Denis Père ? Oui, je partage. Alors, il y a des régions du monde qui sont déjà obligées de s'en occuper. Hein. Bien sûr, à Miami, il y a déjà des pompes qui fonctionnent beaucoup régulièrement, parce que les rues sont quand même régulièrement inondées. Ce qui est terrible dans cette situation, c'est qu'il y a quand même pas mal de pays très pauvres qui subissent les conséquences du réchauffement climatique qu'ils n'ont pas provoqué, puisqu'ils n'ont pas connu de révolution industrielle ultra polluante comme on a pu les connaître en Occident, et qui malheureusement subissent les conséquences du réchauffement climatique. On sait très bien qu'il y a des zones importantes du Bangladesh, de l'Indonésie ou d'ailleurs, qui vont être partiellement noyées. Donc il y a une responsabilité, d'ailleurs, je pense, des pays occidentaux, des pays développés, à prendre le taureau par les cornes et à mettre en place des moyens importants pour aider à préserver ces populations, ces côtes, peut-être à délocaliser là où on ne peut pas faire autrement, et tout ça de façon la plus ordonnée possible. Au passage, tout ça, c'est de l'activité économique quand même aussi, hein. Donc s'il y a un fonds gigantesque d'aide à la relocalisation, à la défense des côtes de ces pays-là, ça sera aussi de l'activité économique dans ces pays et pour nos entreprises qui ont des savoir-faire dans ce domaine-là. Donc tout ça est plutôt positif au final, mais effectivement, on ne se mobilise pas beaucoup là-dessus. Cela dit, moi, je suis entrepreneur d'un naturel peut-être trop optimiste, mais je pense qu'on peut vraiment aujourd'hui. Et puis je rappelle que voilà, votre métier actuel, c'est le stockage d'énergie. Modestement, j'essaye de contribuer avec une solution de stockage d'énergie qui réinvente une technologie bien connue, le pompage-turbinage, et qui est en train de prouver que c'est possible et de façon économiquement tout à fait viable, beaucoup moins cher que le diesel, à peu près au même prix que les batteries, voire moins cher, d'autant que le prix des batteries va certainement augmenter dans les années qui viennent, comme l'a dit récemment un rapport de l'International Energy Agency, parce qu'il y a des matériaux rares sur lesquels il y a des monopoles et donc tout ça va augmenter. Donc nous, on se trouve tout d'un coup là avec un intérêt de beaucoup de gens, parce qu'on se rend compte que nous, on avait un petit peu anticipé ça. Non, on retrouve l'entrepreneur, voilà. Et je pense, non, mais tout ça pour dire que je pense que aujourd'hui, les solutions, elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Je veux dire, il n'est pas normal qu'on ne déploie pas plus vite, bien sûr. On sait faire. Bien sûr, et à des coûts en plus hyper raisonnables.
Le photovoltaïque en Algarve récemment au Portugal, on le sort à 11 € du mégawattheure. Alors fabriqué en Chine, bon, il faut qu'on le fabrique chez nous, je pense. On le fabriquera peut-être 2 fois plus cher, mais on sera à 20 €, ce qui est rien du tout. Le nouveau nucléaire, on est à 120. Bon, ensuite il y a l'intermittence, mais on a des solutions. Moi, je suis révolté de voir qu'effectivement, on n'aille pas plus vite. Il y avait d'ailleurs un article dans The Economist la semaine dernière qui disait exactement ça, qui disait que le problème, c'est le rythme dans tous les pays. C'est vrai aux États-Unis où je suis actif aussi, où obtenir des autorisations de la FERC, qui est une administration fédérale qui gère les autorisations dans ce domaine-là, est très long. Mais c'est vrai en France aussi, évidemment. Enfin, je veux dire, avec toute la bureaucratie qu'on a et dont on a parlé tout à l'heure, c'est d'autant plus vrai. Le premier parc éolien en mer français, qui n'était pas une innovation parce qu'il y en avait déjà dans pas mal de pays d'Europe, il a mis 12 ans à sortir. Alors bien sûr qu'il fallait se concerter avec les pêcheurs, c'était indispensable, mais ça n'a pas été géré convenablement par l'État. Il a fallu 12 ans pour sortir un truc qui n'était pas innovant. Et donc on a un retard considérable dans ce domaine-là, qui est une vraie solution d'avenir aussi, parce que l'éolien en mer, vous avez beaucoup plus de productibles, vous avez des load factors, comme on dit en anglais, des facteurs de charge qui sont de 50 à 60%, c'est-à-dire que l'éolienne, elle fonctionne à 50 à 60% du temps à pleine puissance, et en plus, elle est loin des côtes, donc elle ne gêne personne. Et en plus, on dit même, les premiers retours d'expérience au Danemark montrent qu'on crée des récifs qui sont bons pour la conchiculture, pour tout un tas... Ça, c'est une réponse au débat polémique sur les éoliennes terrestres, voilà, qui agite pas mal le pays aujourd'hui. Débat polémique sur mais qui est aussi une solution. Simplement, on l'a fait de façon là aussi complètement anarchique. Mais donc il y a un problème aujourd'hui de capacité d'exécution suffisamment rapide, qui est un vrai problème. Moi, je me bats aussi tous les jours. On a des autorisations administratives qui sont en cours. Et là, par exemple, on a une autorisation, il a fallu 2 ans pour obtenir une modification de 2 lignes dans un décret. Et là, elle est bloquée dans un ministère depuis 3 mois. On ne sait pas pourquoi. Nos interlocuteurs, qui sont nos champions dans l'administration, ne savent pas non plus. On n'a pas d'interlocuteur. Personne ne nous dit pourquoi c'est bloqué. Ça fait 3 mois que c'est bloqué dans un ministère. Je veux dire, la planète brûle et les fonctionnaires et les administrations n'avancent pas. Il faut appeler Rabourdin, c'est ça, Rabourdin, le fonctionnaire réformateur. Oui, et attention, on a des fonctionnaires qui sont remarquables. Enfin, moi, je me félicite d'avoir en face de moi des gens qui sont parfaitement conscients de ces enjeux, mais qui se battent contre une machine administrative d'une lourdeur et d'une complexité invraisemblable et qui dépensent une énergie considérable pour arriver à faire bouger les choses. Donc, ça bouge pas assez vite, on va pas assez vite. On a toutes les solutions, on a toutes les technologies. Il n'y a plus de problème de solution. Le problème, c'est l'exécution. Et c'est vrai que quand vous avez des États à la tête de ces programmes, c'est forcément des programmes qui sont largement pilotés par les États. Les États, ils sont pas connus pour être souples, pour être agiles. Donc, il faut faire rentrer un peu plus de réactivité, de dynamisme dans les processus administratifs des États. Alors ça, c'est pour limiter le réchauffement climatique, améliorer les choses. Cette idée, il faut par ailleurs se préparer à ce qui, de toute façon, va arriver. Ça vous parle, Alexis ? Oui, bien sûr, parce que c'est inéluctable. Et d'ailleurs, on parlait de fuite, mais il y a des fuites il y a une raison très claire à cette fuite, ou ces fuites, parce que c'est un rapport qui fera 4000 pages. On dit bien déjà que le rapport du GIEC fera 4000 pages. Il y aura des synthèses, évidemment, ça doit être négocié, ça sera négocié en février de l'année prochaine. 197 nations, dans l'égide de l'ONU, vont se réunir pour choisir les mots. Est-ce qu'on parle de cataclysmique, etc. Ouais. Ça va être là, assez... on a eu le cataclysmique qui est sorti, mais non. Ils ne sont pas sûrs de le garder, donc on verra. Mais au-delà de ça, il y a des faits, il y a une nouvelle forme, un message très alarmant, il faut le dire, entre la montée des eaux, les villes côtières submergées, la pauvreté, la malnutrition, les canicules qui vont arriver, les millions d'habitants, les centaines de millions d'habitants qui vont être en pénurie d'eau, les maladies qui vont se propager. Le rapport anticipe potentiellement d'ici 2050 que la moitié des habitants de la planète Terre seront confrontés à la dengue, à la fièvre jaune et à des virus comme le Zika. Donc on peut imaginer ce que ça veut dire. Moi, ce que je trouve très intéressant, Guillaume, dans la façon dont c'est présenté, c'est que c'est vrai que le rapport du GIEC est alarmiste, et c'est sans doute pour mobiliser le plus possible, mais il dit aussi qu'il est possible de faire des choses. Des choses aujourd'hui, faire des choses demain. Denis Père vient de rappeler un certain nombre d'exemples de solutions technologiques. La technologie, sans être techno-BA ou techno-optimiste à tout prix, n'empêche que la technologie est là. Il faut sortir de ce débat qui, trop souvent, et en France, on a tendance à le caricaturer, mais en France, être écologie, et pardon de le dire comme ça, mais c'est souvent être décroissant. Alors on va dire, oh là là, quelle caricature. Non, c'est pas vrai. On a des messages sur le décroissantisme qui sont là, qui se sont installés en disant, on ne peut pas continuer comme ça n'est pas possible, il faut changer de mode de vie, il faut changer ceci, là. Je crois qu'il faut accepter, effectivement, ça peut venir en partie, le changement du mode de vie, du mode d'alimentation. Voilà, on fait des progrès, on fait attention. On a de la chance d'avoir, dans les différents domaines industriels, des innovateurs, et on y revient toujours, qui sont capables de faire en sorte qu'on consomme moins d'énergie. C'est bien sûr le cas, par exemple, pour l'automobile, pour l'alimentation, de manger mieux, plus sainement, avec moins de
de composantes chimiques, etc., etc. Donc oui, il faut en partie modifier nos modes de consommation et si possible nos modes de production. Mais ça ne peut pas se faire au détriment de la croissance. Parce que, vous voyez, il y a un chiffre qui est donné par le rapport GIEC, ça m'a beaucoup marqué. Le rapport, enfin l'extrait, la fuite, dit, d'ici 10 ans, il y aura 130 millions, il y a un risque qu'il y ait 130 millions d'habitants de la planète Terre qui tombent dans l'extrême pauvreté. Bon, 130 millions, c'est très précis. Mais il faut poser un autre chiffre. Depuis 30 ans, il y a 1 milliard d'êtres sur Terre qui sont sortis de l'extrême pauvreté. On vient de vivre en 30 ans le plus grand mouvement d'enrichissement de l'histoire de l'humanité. Dans le même temps, je vous parle de 1990 à 2020. 1 milliard d'habitants qui sont sortis de l'extrême pauvreté. Début 2020, puisque malheureusement la crise qu'on vient de vivre a fait perdre quelques années. Mais on voit qu'il y a un phénomène. Il est inverser en la partie courbe. exogène. Moi, je pense qu'il est exogène, mais enfin, on verra bien. Mais, donc, on oublie. Oui, 130 millions, ça fait peur. Mais on oublie de dire que on vient de vivre le plus grand mouvement d'enrichissement sur la Terre. Pourquoi ? Parce que le libre-échange, il faut le moduler, il faut le réguler, il faut faire attention évidemment, mais le libre-échange, cette horrible mondialisation a permis à des centaines de millions d'habitants de commencer à manger à leur faim, y compris dans les continents les plus touchés. Je pense notamment à l'Asie et en certaine mesure en Amérique latine. Donc il ne faut pas oublier, et je trouve ça d'ailleurs... Et notamment l'innovation en matière d'agriculture à partir de beaucoup de choses qui sont désormais interdites chez nous. C'est exactement ça, Et donc vous faisiez tout à l'heure vous faisiez le lien avec le rapport Tirole-Blanchard, c'est très intéressant. Tirole-Blanchard ne sont pas des dangereux néolibéraux qui ne pensent qu'aux causes inégalités. Au contraire, ils sont très... encore une fois, ce sont des centristes, ce sont des gens mesurés, intelligents. Oui. Ce sont des gens qui sont une forme de pragmatisme, qui ont une forme de modération. On va dire. Ce ne sont pas des ultra-libéraux hayékiens horribles. Non, eux-mêmes disent... la croissance, elle est nécessaire. Et on est en train d'escamoter ce débat qui est pourtant absolument majeur, plutôt que d'essayer de se dire, il faut tout changer. Alors il faut absolument changer de croissantisme à fond. Non, il y a sans doute des voies plus raisonnables, des voies nuancées, des solutions technologiques, des modifications de nos modes de consommation, des efforts sur l'ensemble des domaines. Et je crois que c'est finalement la réunion de toutes ces solutions. C'est d'ailleurs ce que dit le GIEC. Il n'y a pas une solution unique. Ce sera un ensemble de comportements au niveau de l'individu, au niveau des entreprises, au niveau des communautés, au niveau des États et au niveau de la collaboration entre États. Parce qu'on voit bien que ce n'est pas la France, ce n'est pas parce qu'on va faire telle ou telle mesure en France qu'on va changer, on va inverser la courbe le réchauffement climatique. On voit très bien que ça n'est pas possible et que ça ne peut être qu'un effort qui doit être concerté. Et c'est pour ça, vous voyez, je fais le lien, que ce rapport GIEC, ces fuites sur le rapport GIEC sortent au bon moment. Il y a la COP26 à Glasgow en novembre prochain. Et justement, ça a été un moment probablement décisif pour que les États se remobilisent. On en reste là, très temporairement, le climat, l'environnement évidemment, qu'on aura l'occasion autour de cette table d'y revenir, et on y revient déjà très largement. Je voudrais, sur les 5 dernières minutes, qu'on aborde un dernier sujet dans l'actualité. On part en Extrême-Orient, et c'est un sujet, en l'occurrence, en l'espèce, plutôt politique. On parle de Hong Kong pour terminer l'émission. Regardez cette image relayée par France 24. Ce sont c'est la queue devant un marchand de journaux. Des centaines d'habitants de Hong Kong, nous dit France 24, ont fait la queue ce matin, jeudi, pour tenter d'obtenir la dernière édition du journal Apple Daily, journal réputé pro-démocratie, sachant que les autorités du territoire, de fait, les autorités chinoises ont contraint le journal à cesser de paraître, s'appuyant sur la loi sur la sécurité nationale, loi de Hong Kong prise, encore une fois, évidemment à l'initiative de Pékin. Le propriétaire du journal a déjà été mis en prison il y a quelques semaines. La semaine dernière, l'ensemble des cadres du journal ont été arrêtés. L'ensemble des actifs, des comptes en banque ont été gelés. Bref, l'issue inéluctable était... la fermeture de ce journal, de fait, il n'est pas autoritairement fermé, mais il est de fait fermé, ça ne change pas. C'est un signe de plus de la reprise en main du Parti communiste chinois sur le territoire de Hong Kong que vous inspire cette... Alors, c'est pas, malheureusement pas la fin de l'histoire, enfin pour le Apple Daily, oui, mais peut-être pas pour Hong Kong. L'un et l'autre, vous connaissez bien la Chine et Hong Kong et ces sujets. Moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'effectivement, ça nous rappelle simplement que la Chine, c'est un régime ultra-autoritaire. C'est un régime qui ne laisse pas la liberté d'expression aux populations, en particulier celle de Hong Kong qui était habituée, mais pas non plus à leur population dans la mainland China, dans la Chine historique communiste, et qui de ce fait aussi ne laisse pas prospérer les normes sociales. Les normes sociales restent très faibles, très contraintes. On ne peut pas rejoindre un syndicat indépendant, il y a très difficile de se faire payer ses salaires, etc. Et ça a des conséquences considérables aussi sur nos économies. Sur le côté injuste de la mondialisation actuelle. Un libre-échange qui est complètement déséquilibré et des conséquences sur
la transition énergétique qui aujourd'hui se fait principalement au bénéfice de la Chine. La transition énergétique, c'est une révolution industrielle considérable aussi, qui aujourd'hui enrichit la Chine. 70% des panneaux photovoltaïques sont fabriqués en Chine, 70% des batteries lithium-ion. Sur le top 10 mondial des fabricants d'éoliennes, il y a 7 Chinois. 80% des terres rares sont extraites et raffinées en Chine. Et la Chine aujourd'hui a une capacité de production de 8 millions de véhicules électriques, c'est-à-dire autant que l'Europe et les États-Unis réunis. Donc aujourd'hui, ils dominent totalement la transition énergétique. Et là, on est en train de mettre des moyens considérables avec l'argent des contribuables occidentaux, américains et européens, pour les renforcer encore plus. Donc là, on a totalement capitulé. On a décidé de plus rien fabriquer chez nous, qu'il fallait laisser ça aux pays émergents et donc de fait aussi à la Chine. Et donc on est en train aujourd'hui... à l'époque, aujourd'hui il y a une prise de conscience. Il y a une trentaine d'années. Oui, mais il y a une prise de conscience, mais il y a encore rien, à part les déclarations effectivement de Tirole et Blanchard, et je m'en félicite, mais il n'y a pas aujourd'hui de mécanisme qui permettent de rééquilibrer la concurrence. On commence à parler de mettre effectivement une taxe carbone aux frontières, et c'est compliqué, j'espère qu'on y arrivera, mais c'est pas simple. On ne parle pas du tout d'une taxe sociale ou d'une compensation sociale aux frontières pour rééquilibrer la compétition avec un pays comme la Chine, qui a des standards sociaux du 19e siècle, de Balzac, et une économie du 21e siècle. Et donc ça, c'est un combo terrible pour nous. Alexis ? Je me suis exprimé à plusieurs reprises sur Hong Kong, et notamment sur cette loi sur la sécurité nationale qui est en vigueur depuis le 1er juillet. Ce que nous vivons, ce que appelle des Lévis, enfin d'ailleurs on meurt, c'est la conséquence logique de cette loi. Je vous rappelle simplement que cette loi qui a été votée l'été dernier, qui est donc en vigueur, a décrit 4 crimes potentiels: sécession, subversion, terrorisme, collusion avec une puissance étrangère. Aujourd'hui, à Hong Kong, vous critiquez, vous apportez votre soutien à Taïwan ou vous critiquez le gouvernement de Pékin, vous êtes passible de prison, de procès à huis clos, sans jury, sans appel possible. Voilà, c'est ça ce qui est en train de se mettre en place. Donc le modèle hongkongais, qui était la preuve vivante, très vivante, vibrante, que la liberté politique et la liberté économique forment le meilleur système possible, il a des imperfections, mais c'est le meilleur système possible, est en train, et ça se fera petit à petit, mais est en train de disparaître sous la coupe d'un régime autoritaire. Je vous rappelle que la rétrocession date de 1997. Il aura fallu 23 ans. La coexistence des deux systèmes était censée durer 50 ans, donc jusqu'en 2047. Voilà, un pays de système est en train de disparaître. Derrière ça, il y a le grand plan de Pékin de faire de la région de la Greater Bay Area, la région de la Grande Baie, Macao, Canton, Hong Kong, 67 millions d'habitants, comme la France, avec un PIB qui va dépasser celui de la France d'ici 10 ans, d'en faire le poumon économique du monde. C'est déjà 37% de l'export chinois, cette seule région. Et Hong Kong sera, au fond, la place financière la plus développée, avec Shenzhen, la grande place de technologie, Canton, la place administrative, quelques villes d'importance secondaire, juste quelques millions d'habitants, qui seront les usines, et puis Macao, la place du tourisme. Voilà. Et donc c'est ça qui est en train de se mettre en place, au détriment de la liberté. On est en train de voir, justement, un exemple sous nos yeux. Nous fermons nos bouches et nos yeux, et nous faisons semblant de ne rien voir. Nous sommes en train de voir la disparition d'un havre de liberté qui existait en Asie, et qui montrait que nos valeurs ne sont pas juste des valeurs de l'homme occidental, mais bien de l'espèce humaine lorsqu'elle sait s'accomplir dans la liberté. Et en même temps, on laisse faire. On n'est pas, personne n'est capable de. Enfin voilà. On prend ça. On achète à la Chine, on vend à la Chine, on continue entre guillemets comme avant. Voilà. Et c'est regrettable à bien des égards. Merci, messieurs. Alexis, je rappelle. Alors, moi, ma proposition, c'est plutôt de lire ça et ensuite de relire Balzac, parce que du coup, ou de lire, parce qu'on n'a pas tous lu les 90 ouvrages, effectivement. Donc, même de lire des bouts, ça donne envie, effectivement, de relire certains classiques de Balzac avec un nouvel œil. Donc, Notre Monde selon Balzac, édition Ellipse. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir regardés. Très bonne soirée et à demain.